Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors, ce premier Grand Prix, qu'est-ce qu'on en a pensé? Hein? On l'attendait, on l'a eu, on l'a vécu. Alors maintenant, le petit débrief. Donc comme la dernière fois, 5 choses que j'ai retenues de ce premier week-end de course. On va commencer par le champion du monde, Fabio Quartararo. Que retenir de son premier week-end de course? Eh bien déjà qu'il a été en grande difficulté. Alors en grande difficulté tout est relatif, puisqu'il est arrivé 9ème, donc c'est pas un mauvais résultat, il est dans le top 10, mais en revanche, il nous avait habitués à toute autre chose. Et pourtant, c'est le premier pilote Yamaha, et de loin. Alors que s'est-il passé? Mais écoutez, déjà, les qualifs, on sait que le time attack, c'est vraiment sa grosse force, eh bien il n'a même pas réussi à aller en Q2 directement, il est passé par la Q1. Donc il est passé par la Q1, il s'en est sorti brillamment, il n'y a pas de souci, mais on pouvait attendre beaucoup mieux, et puis pendant la Q2, ma foi, il a pas excellé, on peut pas dire ça, malheureusement. Donc un week-end très compliqué pour Fabio. Comment l'expliquer? Alors c'est compliqué parce que Yamaha a quand même gagné les 2 derniers Grands Prix au Qatar l'an dernier. Et là, il arrive péniblement 9ème. Et encore, il arrive 9ème avec Martin et puis Bagnaia qui se sont auto-éliminés. Bon, ça aurait pu faire 11ème. Donc c'est vraiment très compliqué. Aux essais, ma foi, il n'a pas senti la moto comme il le fallait. Ça allait pas très fort, donc bon, il a fallu qu'il travaille beaucoup sur les réglages. Après, on peut voir qu'en ligne droite, c'est incroyable ce qu'ils prennent dans la tronche. De toute façon, c'est la moto la moins rapide du plateau. Et oui, c'est comme ça, puisque Suzuki a fait de très bonnes vitesses de pointe. Et là, pendant la course, c'était flagrant. Il ressort à l'aspiration d'une machine, mais il y reste pas, de toute façon il se fait décoller. Donc ça c'est assez incroyable, et puis on l'a vu avec Johann Zarco qui l'a doublé dans la ligne droite finale pour prendre la 8ème place. Donc c'est assez problématique, et puis ce qui s'est passé pendant la course, eh bien ma foi il a eu un souci avec son pneumatique avant, avec une pression qui a augmenté, qui était trop élevée, et du coup forcément le feeling n'est pas le même, le grip n'est pas le même, c'est très compliqué. Alors ils savent pas encore ce qui s'est passé chez Yamaha. Pour mémoire, c'était déjà arrivé en Aragon en 2020, si vous vous souvenez bien, ça avait été un Grand Prix catastrophique pour Fabio, et là ça se reproduit à nouveau. Donc là c'est quand même dramatique. Alors à l'inverse, par contre, Morbidelli avait fait des essais libres vraiment très bon, puisqu'il était qualifié en Q2 directement, donc mieux que Fabio, donc moi je ne l'attendais pas du tout là, et par contre en course il a été complètement anonyme. Donc avec sa 11ème place, c'était vraiment une course anonyme pour lui. Donc là chez Yamaha il y a le feu, bon Dovizioso, Darin Binder, bon ça n'a rien donné non plus, quoique Darin Binder finalement a fait un bon Grand Prix, on peut le souligner. Donc finalement il s'est adapté bien mieux que ce que j'espérais, que ce que je pensais. Donc ma foi c'est bien, il n'y a pas eu d'erreur, de choses comme ça, donc il est resté calme, donc ça c'est plutôt bien. En tout cas pour Fabio il y a vraiment le feu. Bon, après le Qatar, c'est le Qatar, c'est pas représentatif des autres Grands Prix, mais c'est inquiétant sur le fait que l'an dernier, quand même, Vignales et Quartararo avaient gagné les 2 Grands Prix qui s'étaient courus là-bas. Et là, les Yamaha étaient nulle part. Bon. Donc ma foi, à suivre Mandalika. Fabio garde la pêche, bien évidemment, et puis il a dit qu'il avait fait de bons essais à Mandalika, donc il espérait faire un bon week-end de course là-bas. Donc ma foi, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. La deuxième chose, Ducati. Alors Ducati, on disait que ça allait être la machine à battre, que Pecco Bagnaia allait jouer le titre, Martin aussi, Zarco aussi, Miller peut-être, bref, Zarco et Miller peut-être. Les 2 autres par contre, oui, on disait, ouais, là ça va être 2 gros prétendants au titre, bien évidemment surtout Pecco Bagnaia, qui est dans l'équipe d'usine, et puis qui a renouvelé son contrat pour 2 saisons supplémentaires, donc il sera là jusqu'en 2024 sur la Ducat. Bon. Les essais, ma foi, se sont bien passés, en tout cas pour Ducati, l'ensemble, on va dire, avec Jorge Martin qui arrive à faire la pole position devant Enea Bastianini. Donc on avait quand même 2 Ducati, dont une de l'an dernier, et puis par contre, Pecco plus loin,
Donc, et puis Miller aussi. Puis alors Zarco, là on n'en parle pas. Là il n'est pas passé en Q2, alors à cause du drapeau jaune. On dit qu'il n'a pas eu de chance avec le drapeau jaune. Oui et non. C'est vrai qu'il n'a pas eu de chance avec le drapeau jaune. En attendant, malgré tout, s'il avait fait un meilleur temps avant, il serait passé. Et puis s'il était directement qualifié en Q2, il serait passé. Ce qu'il faut retenir de positif, c'est qu'il y a eu une grosse amélioration entre les 2 premières journées. A noter que Zarco a eu un petit souci sur la FP1, donc ça l'a handicapé quand même, puisque la FP1 on fait quand même beaucoup de tours pour déverminer un petit peu tout ça. Donc il dit que ça l'a pas mal handicapé, mais il a réussi à se ressaisir, donc ça c'est plutôt positif. Mais bon, il est parti 13ème, ça l'a pas aidé, quoi. Bon. Donc on sentait quand même des Ducati fortes, hein. On se dit Martin, Bastianini sur celle de l'an dernier. Bon, les 2 Ducati officiels un petit peu plus loin, mais c'était pas catastrophique, c'était dans le top 10. Bon, Zarco un petit peu plus loin, et puis Marini là complètement inexistant, très curieux, alors qu'il avait fait d'excellents essais à Mandalika, mais là, il était nulle part, même derrière Bezzecchi. Donc assez étrange. Bon, c'est comme ça. Arrive le jour de la course, le départ, donc un départ de Martin complètement loupé, celui de Pecco Bagnaia, pareil, on a vu la machine cabrée, Zarco, pareil, ça n'a pas décollé, et puis Miller, ça n'a pas été fantastique non plus. Par contre, Bastianini, très bien. Donc là, on peut se demander quand même si Ducati, avec sa nouvelle machine, ne sont pas partis dans des directions un petit peu erronées ou trop compliquées. Je ne sais pas. Bon, la course se poursuit, donc Zarco quand même tombe jusqu'à la 20ème place. Donc là, on se dit bon, ça va être quand même compliqué. Alors, heureusement qu'il y a du moteur sur la Ducat, on se dit que ça va l'aider. Bon, ok. Martin, lui, ne revient pas. Alors là c'était la grosse surprise, parce que bon, il a loupé son départ, mais on se dit bon, ça va y aller, quoi. Il n'y a pas de souci, vu la pointe de vitesse qu'il a. Et non, il restait aux alentours de la 7ème place, quelque chose comme ça, 5-7. Donc très très compliqué pour lui. Donc assez inexplicable comme ça. Puis après on a vu Pecco qui prenait un rythme de plus en plus et qui remontait. Donc il a fini par doubler Fabio, et puis là il essaie de doubler Martin au frein au premier virage, et puis il perd l'avant, et là c'est la catastrophe puisqu'il embarque avec lui Martin. Donc là c'était la catastrophe pour les Ducat. Alors après, bon, jeter la pierre à Pecco, c'est pas... il n'est pas coutumier du fait, ça peut arriver, et c'est vrai qu'il avait pas l'air d'être plus vite que ça, donc assez étrange. Bon, ça marchait pas comme il voulait, donc c'était problématique. Bon, grosse colère de Pecco Bagnaia qui dit qu'il a essayé trop de choses pendant le week-end, que ça l'a empêché de se concentrer sur lui-même, sur ses réglages, sur son pilotage. Donc apparemment grosse colère quand même une fois qu'il est rentré au box. Alors Miller, lui il a eu un souci dès le début, donc il est rapidement rentré au box, donc on n'en parle pas. Et puis Zarco par contre, bon, il a trouvé son rythme progressivement pour arriver à finir 8ème, donc on se dit partir 13, être 20ème à l'issue du premier tour, finir 8ème, de gros regrets. Il peut avoir de gros regrets parce qu'il pouvait faire un top 5, on l'imagine, voire peut-être, pourquoi pas un peu mieux. Donc là c'est dommage, mais on voit quand même que cette machine fonctionne, mais elle n'a pas l'air simple, alors qu'à l'inverse, Bastianini gagne la course. Moi je l'attendais pas du tout à ce niveau-là, hein. On savait qu'il était bon, mais je l'attendais pas du tout à ce niveau-là, et j'avoue que c'est un pilote qui m'étonne, parce qu'en Moto 3, il a rien fait de très très probant, il était assez irrégulier, il avait eu très peu de victoires, peut-être 3 en tout je crois, je ne sais plus, mais quelque chose comme ça. Donc c'était pas le pilote que j'attendais, et puis il arrive en Moto 2, il devient champion du monde au bout de la 2e saison. L'année dernière MotoGP, bim, 2 podiums, et puis là, une victoire. Dès la première course, et puis c'était assez émouvant, puisque c'est dans l'équipe de Fausto Gresini, hein, qui est décédé l'an dernier, donc c'était super sympa. Mais là on peut vraiment se demander effectivement si Ducati ne s'est pas planté dans le développement de sa machine 2022, ou alors s'il ne la maîtrise pas encore, c'est possible. Mais attention, et puis attention aussi parce qu'on sait que les machines officielles sont différentes, enfin les 2 Ducati rouges sont différentes des autres Ducati de 2022 au niveau du moteur. Donc je me dis, il y a quand même 3 types de machines sur la piste pour Ducati, j'avoue que c'est assez étonnant. Bon, à suivre, en tout cas Martin on voit qu'il est sur le sujet, il n'a pas hésité de dire quand même qu'il visait le titre. Bon, c'est culotté.
Mais en tout cas, on sait qu'il a le talent pour, la machine aussi, ça devrait y aller. Mais bon, donc grosse déception de la part de Ducati pour ma part sur ce Grand Prix, j'attendais beaucoup mieux d'eux. Voilà. Troisième chose, on va parler de Honda. Honda avec Paul Espargaro et puis Marc Marquez, une course vraiment sublime de Paul Espargaro. On s'est même demandé s'il n'allait pas gagner la course. Bon, le choix d'étendre, à mon avis, n'était pas vraiment approprié, et c'est ce qui lui a coûté. Et après, bon, quand il s'est fait doubler par Bastianini, il s'est fait un petit peu déventer, ce qui l'a empêché de freiner. Bon, on a dit qu'il s'était déconcentré, etc. Si on regarde bien les images, mais non, l'autre il se rabatte sur lui, du coup il se retrouve dans le flux d'air, il se retrouve aspiré, ça arrive fréquemment. Bon, donc il a loupé son freinage, il perd la deuxième place, il arrive troisième, c'est quand même une très très belle course. Et puis, c'est Paul Espargaro, c'est pas Marc Marquez, donc là on peut se dire que la machine marche très très bien. Alors, en revanche, Takaki Nakagami puis Alex Marquez, très décevants, on les a pas vus, hein, donc bon, pas grand chose à dire sur eux, on les a pas trop vus, ils étaient pas au niveau des deux Repsol, donc déçus. Donc, mais en tout cas, la machine pour Paul Espargaro et Marc Marquez, ça marche très fort, donc super. Ensuite, c'est Marc Marquez. Alors Marc Marquez, je l'ai vu aux essais, alors moi c'est quelque chose dont j'ai horreur, et surtout de la part d'un pilote comme Marquez, 8 fois champion du monde, c'est prendre une roue, à chaque fois. Mais par contre, on sait que quand Marquez prend une roue, alors soit c'est pour déstabiliser un adversaire, bon, sur le premier Grand Prix de la saison, je pense pas, puis il aurait peut-être plutôt fait avec Fabio, ou Pecco Bagnaia, je ne sais pas. Bon, encore qu'il a pris la roue de Pecco, donc. Mais c'est souvent, ça veut surtout dire que il ne maîtrise pas complètement son sujet, il en est conscient, et il se dit, je prends une roue, et comme ça va me donner une meilleure position que ce que je pourrais faire tout seul. Et voilà, hein, c'est un très fin stratège. Moi, je n'aime pas ça. Sucer des roues, c'est pas quelque chose que j'apprécie voir, mais d'un autre côté, ça fait partie, de la MotoGP moderne, parce que c'est très très serré, donc il faut prendre le moins de petits avantages. Et Marquez est très très fort à ce petit jeu-là. Les autres se font à chaque fois avoir. Ma foi, tant pis pour eux, tant mieux pour lui. Voilà, bon, bref, il fait une très très belle qualif, première ligne. Mais en course, il a été assez anonyme. Et on l'a vu, il n'était pas agressif comme il l'est d'habitude. Il n'a pas du tout pu jouer avec Paul Espargaro. Donc on peut se dire qu'il y a encore du boulot pour Marc Marquez. Mais en tout cas, il est là. Il a pris les points, 5ème place. Quand on voit Pecco Bagnaia qui a chuté, Fabio qui est 9ème, Martin qui était à terre aussi. On peut se dire que c'est une bonne entrée en matière pour lui, surtout s'il n'est pas à 100%. Mandalika, c'est ma foi que le 20 mars dans 15 jours, il a le temps encore de se remettre un petit peu, de calibrer un petit peu son esprit par rapport à ce qui s'est passé ce week-end. Ça peut le faire. Donc voilà. Alors il a fait une déclaration à la presse, comme quoi il ne changera rien par rapport à d'habitude. Je vous avais dit lors de la précédente vidéo qu'il allait éviter ça passe ou ça casse. Il a dit qu'il ferait comme d'habitude. Là, moi j'ai vu ce Grand Prix là que finalement, ce que je vous ai dit la dernière vidéo, il l'a mis en application. Il n'a pas roulé vraiment au-delà de la limite. Donc, il a l'air un petit peu assagi, réfléchi, il est conscient que ce début de saison, il va pas forcément pouvoir se battre comme il l'aimerait, donc il va prendre les points. En tout cas, moi c'est ce que je comprends. Mais très très beau résultat, et voir Paul Espargaro à ce niveau-là, ça veut dire que la Honda ça va très bien. Donc hâte de voir la suite. La 4ème chose, Suzuki. Alors Suzuki, ils sont arrivés avec une vitesse de pointe phénoménale au Qatar, puisqu'ils avaient la meilleure. Oh, un 4 en ligne. Yamaha nous dit avec le 4 cylindres en ligne, on peut pas avoir beaucoup de vitesse de pointe. Suzuki, ils avaient la meilleure là. Ah, tiens donc. Et là, tout de suite, ce qu'on comprend, c'est que Joan Mir va essayer à tout prix de re-signer son contrat avec Suzuki, et puis que les places vont être très chères chez Suze. Donc là, on se dit, Suzuki va frapper un grand coup. On a vu en qualif, bonne qualif par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc on se dit, Joan Mir est bien placé. Sur la 2ème ligne, en course, ça va jouer la victoire, ça. Ça va jouer la victoire. Voilà ce qu'on se dit tout de suite. Et en course, les deux pilotes Suzuki, très très anonymes. Oh, on les a pas vus des masses. Donc assez décevant. Joan Mir dans le top 6, mais bon, et puis Alex Rins derrière, mais on attendait mieux. Il n'a pas du tout été capable de jouer la victoire. Il est resté à sa place, grosso modo, et puis il n'en a pas bougé. Donc la grosse interrogation sur Suzuki.
Alors que le moteur est là, ils font des bonnes qualifs, donc normalement on sait qu'en course ça va mieux, mais peut-être qu'ils dégradent plus leurs pneus qu'ils ne le faisaient avant, ce qui les empêche de faire des fins de course comme ils avaient l'habitude de faire. Donc à suivre, peut-être que c'est une question de réglage, à voir. À voir, en tout cas, bon, du coup, bah, on sait pas trop quoi en penser, hein. C'est en demi-teinte tout ça, hein. On se dit c'est bon, c'est pas bon, c'est pas foufou quoi. Donc une petite déception sur Suzuki, en tout cas en course. La cinquième chose, eh ben ma foi, c'est Brad Binder. Je l'attendais pas du tout là. Alors là, il tient la baraque KTM. Miguel Oliveira était bien loin de lui. Il est tombé. Les deux pilotes Tech 3 ce sont des rookies, donc ils ont fait le boulot qu'ils avaient à faire. Ils apprennent, hein, Raoul Fernandez et puis Rémi Gardner. Donc, mais Brad Binder était en mesure de jouer la victoire, hein. Il en était pas loin. Donc franchement, Brad, bravo. Vraiment, c'est l'étoile de KTM, très clairement, je trouve. Il fait le boulot, il fait pas de bruit, et il bosse, et ça donne de bons résultats. Je l'attendais pas du tout là, et là, superbe. Donc à voir sur les autres circuits ce que ça donne, parce qu'on sait que KTM, les saisons précédentes, hein, il nous a habitués à des hauts et des bas. Donc là, on va voir. Et puis, est-ce qu'il n'y a que Brad Binder qui va réussir à faire ça, ou est-ce que Miguel Oliveira va y arriver? Bon, c'est assez étonnant, puisque l'an dernier, il y a eu un sursaut de Miguel Oliveira, et puis on se dit il va jouer le titre, puis finalement, la KTM a à nouveau baissé, et puis en fin de saison, il s'est blessé, enfin en deuxième partie de saison, il s'est blessé, Miguel, et puis ça n'a pas donné les résultats escomptés. Donc là, déçu de Miguel Oliveira, mais par contre, Brad Binder, chapeau, super performance. Et puis on peut parler un petit peu d'Aprilia avec KTM, ou aller chez Spargaro, tient la baraque, un peu à l'image de Brad Binder, a fait une très belle course, et par contre Maverick Viñales c'était nulle part. Donc là ça commence à être inquiétant pour Maverick quand même, qui est un super pilote, mais là on a du mal à comprendre, il n'arrive pas à se faire à l'Aprilia, il était sur la gamme, ça marchait pas. Enfin voilà, là on commence à avoir du mal à comprendre quoi. Donc bon, à suivre, à suivre. Un petit One More Thing, juste pour parler de la VR46 Academy. Superbe, Mignot qui gagne en Moto 3, donc qui est membre de la VR46 Academy. Celestino Vietti qui gagne en Moto 2, membre de la VR46 Academy et de l'équipe VR46. Donc franchement super, mais moi je me suis dit, bah, si ça se trouve Pecco va la gagner, et là il y aura 3 membres de la VR46 qui vont gagner. Bon, c'est 3 Italiens, mais Bastianini n'a rien à voir avec la VR46 Academy. Mais je trouve ça assez extraordinaire. Il n'y a pas si longtemps que ça, on voyait que des Espagnols gagner, et là on commence à voir les Italiens, et beaucoup d'Italiens quand même du plateau sont venus grâce à la VR46 Academy. Donc il y a Bastianini qui fait exception, hein, bien évidemment, mais c'est à souligner, et je trouve ça assez extraordinaire. Donc un bon travail de l'académie de Valentino, et on voit qu'il amène quand même les motards italiens au top du sport, hein, puisque avant que la VR46 soit faite, il n'y avait plus du tout de pilote italien, quasiment plus. Donc ça c'était dommage. Il y avait Carlo Pernat qui fait beaucoup, hein, pour les pilotes italiens, hein, mais il pouvait pas tout faire, et là franchement Valentino c'est très très bien ce qu'il a fait. Donc bravo. Donc un premier Grand Prix, ma foi, moi j'étais mitigé. Franchement, je l'ai pas, c'était pas génial quoi, hein. Le MotoGP c'était pas fou. J'aurais aimé plus de bagarres, puis surtout les Français mieux que ça. Bon, ma foi c'est comme ça. On attend Mandalika maintenant avec impatience, en espérant le retour de nos Français au top, en espérant que Johan Zarco, ben, fois, il pourra vraiment euh, tirer les enseignements de ce week-end, de cette première partie de week-end compliquée, pour être au top tout de suite, et nous faire de belles choses. Je l'espère en tout cas. Et puis Fabio, j'espère que ça va aller mieux sur ce circuit-là. Eh bien écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. Et puis, ma foi, je vous dis à très très vite pour reparler de moto. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, ma foi, faites bien de la moto, ou repassez-vous le Grand Prix en attendant le prochain. A très bientôt, salut, merci.